Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Annabelle Collin, je suis enseignante-chercheuse à l'ENSERM Mathmeca et je fais ma recherche à la fois à l'INRIA et à l'Institut de mathématiques de Bordeaux. Et donc, déjà, je voulais remercier ceux qui m'ont invité, ceux qui m'ont proposé de venir parler aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Et donc, je voulais vous parler de modélisation mathématique et de pratique en clinique. Donc, tout d'abord, tout part des données. Il y a énormément de données cliniques qui sont disponibles aujourd'hui. Alors par exemple, là, c'est des données d'oncologie. Donc vous pouvez voir des tumeurs à la fois dans le cerveau ou dans le poumon, sur la zone qui est ici. Et ces données, elles sont associées à des questions cliniques, donc qui sont discutées avec des cliniciens et des cliniciennes. Et par exemple, là, 3 questions que les cliniciens peuvent avoir sur ce sujet, c'est est-ce qu'on pourrait prédire le volume et la forme d'une tumeur à un instant donné ? Est-ce qu'on pourrait prédire quand est-ce qu'il va y avoir une rechute d'un traitement, le prédire avant la rechute? Est-ce qu'on pourrait déterminer directement au diagnostic, au moment où on découvre le cancer, quel est son stade, et donc du coup pouvoir avancer encore plus vite sur la partie pronostic. Il y a aussi des questions qui se posent au niveau cardiologie, donc ça c'est des exemples, vous avez par exemple une coupe du cœur en haut à gauche avec une reconstruction d'une partie du cœur. Vous avez peut-être déjà vu des électrocardiogrammes, donc c'est aussi des données qui sont disponibles. Ici, vous avez la position d'une électrode à l'intérieur d'une veine pulmonaire, donc une partie du cœur, pour aller imposer un champ électrique. Et donc là, peut y avoir des questions comme par exemple, est-ce que la procédure clinique qui est faite ici, c'est une procédure d'électroporation, va être impactée par la géométrie du cœur, par le fait qu'il y a des muscles, des positions de fibres musculaires au niveau du cœur, la présence de cicatrices, la présence de tissus gras, etc. Et puis d'autres questions comme est-ce qu'on peut détecter la zone pathologique du cœur, que ça soit électrique, que ça soit mécanique. Ça, c'est tout un tas de questions que les cliniciens et les cliniciennes ont aujourd'hui. Et puis il y a d'autres questions, par exemple sur le Covid. Parlons du Covid. Est-ce que à partir, donc là vous avez pour chacune des 12 régions françaises, en haut à gauche vous avez le nombre d'hospitalisations au cours du temps sur un an à peu près. Ici vous avez l'ensemble des restrictions qui ont été mises en place, donc les confinements, les ports de masques, les fermetures d'écoles, etc. Et puis ici, vous avez l'évolution de la météo, parce qu'on se posait aussi la question de savoir si le climat joue sur le Covid. Et là, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer l'effet des mesures? Est-ce qu'un confinement, c'est vraiment plus important que juste une fermeture d'école, par exemple? Est-ce que la fermeture des bars a le même impact en été qu'en hiver? Donc c'est des questions qui peuvent se poser. Et puis, est-ce qu'on peut prédire le nombre de personnes infectées à un certain moment en fonction, typiquement, des mesures qui sont mises en place? Donc ça, c'est tout un tas de questions cliniques qu'on peut avoir. Et le lien entre tous ces phénomènes, il peut sembler loin, mais il y en a bien un, c'est que c'est des évolutions temporelles de quantité. Donc c'est ce qu'on appelle un processus dynamique. On voit des choses qui évoluent au cours du temps, une tumeur qui évolue au cours du temps, un cœur qui se déplace, qui se déforme, ou une épidémie qui se propage. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on est en capacité de faire de la modélisation de ces phénomènes? Est-ce qu'on est capable de les représenter, de les mettre en équation mathématique? Ça, c'est une question qui est très importante. La réponse est oui, pour la plupart des cas. Et puis, il y a aussi toutes les questions de pourquoi est-ce que c'est spécifique de faire ça, parce qu'on peut faire ça pour des phénomènes physiques, et quelles sont les particularités de faire ça sur des données médicales. Ça, c'est des choses qui sont importantes si vous décidez d'aller vers les données médicales plus tard. Il y a tout ce qui est lié au fait que ça soit des données personnelles, donc il y a la CNIL, il y a la RGPD, on ne fait pas ce qu'on veut avec des données personnelles. Il y a le fait que c'est spécifique à chacun des patients. Donc ça, je vais essayer de vous convaincre après par la suite que ça peut être quelque chose de très difficile. Par exemple, comment est-ce qu'on intègre le sexe ou l'âge d'un patient quand on fait de la modélisation d'une évolution tumorale? C'est des choses qui sont vraiment difficiles d'un point de vue mathématique. Et puis, il y a un autre cas particulier, c'est le fait qu'on n'a pas seulement une seule fois un phénomène. En fait, on observe le phénomène chez une population de patients. Et ça aussi, c'est très intéressant d'un point de vue mathématique. Ça vous fait penser à tout ce qui va être statistique, tout ce qui va être probabilité, c'est-à-dire qu'on n'observe pas juste un cas, on en observe plein. Est-ce qu'il y a des liens entre ces différents patients? C'est les questions qui peuvent se poser. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait modéliser ça, je vous ai parlé de modèles mathématiques. Et donc j'ai choisi de
partir sur un tout petit exemple qui est beaucoup plus simple que la tumeur, par exemple, que l'évolution tumorale. C'est si vous avez déjà, j'imagine, tous essayé de faire ça, vous avez une boulette de papier, vous avez une corbeille et vous avez envie de viser la corbeille avec votre boulette de papier. Eh bien, à votre avis, est-ce que je peux modéliser entièrement l'évolution de cette boulette de papier? Eh bien, la réponse est oui, grâce à la seconde loi de Newton, connue aussi sur le principe fondamental de la dynamique, et qui nous dit que si je regarde l'ensemble des forces qui s'exercent sur votre boulette de papier, donc à la fois l'impulsion que vous allez donner, la gravité, bien sûr, des frottements, si vous avez des forces de frottement, typiquement si vous êtes en train de lancer une boulette de papier avec une fenêtre ouverte, ce genre de choses, eh bien, je peux entièrement obtenir une modélisation de cette boulette de papier. C'est-à-dire que si je connais tout, si je connais la gravité, c'est-à-dire la planète sur laquelle je suis, la masse de votre boulette, etc., je peux savoir à chaque instant où est-ce qu'elle sera. Mais pour ça, il faut que je fasse des hypothèses. D'accord ? J'ai tout un tas d'hypothèses mathématiques à faire qui peuvent être plus ou moins difficiles. Alors, par exemple, je peux me dire que si la corbeille de papier est là, je vais travailler que dans ce plan-là. Normalement, il y a peu de chances, s'il n'y a pas de vent, en tout cas dans cette direction-là, que ma boulette de papier parte dans l'autre direction. Ça, par exemple, c'est une hypothèse mathématique. Je vais aussi devoir dire d'où ça part, par exemple. Donc, je peux me dire, bon, je la lance toujours au niveau de ma tête. Donc, si je fais telle taille, la position initiale va être reliée directement à la taille que je fais. Et puis, je vais choisir le type de frottement que je regarde. Et donc, ça amène au système d'équations ici, qui a en fait peu d'importance. Hein. Et en fait, ça, c'est la stratégie générale qu'on utilise quand on s'intéresse à de la modélisation mathématique. Donc d'abord, on fait la modélisation, on écrit les hypothèses, et autant vous dire que les hypothèses, quand je travaille sur des évolutions tumorales, par exemple, sont beaucoup plus compliquées à mettre en place. Qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce que je vais prendre en compte? Quel type de cellules vont m'intéresser? Est-ce que je vais prendre en compte à la fois la vascularisation, à la fois l'apport en nutriments? Sur quoi je vais focaliser? Est-ce qu'il y a des contraintes mécaniques, par exemple dues à la position du cerveau, qui fait que votre tumeur ne va pas sortir de votre crâne? Donc toutes ces choses-là, c'est des hypothèses de modélisation. Après, d'un point de vue mathématique, on vérifie qu'une fois qu'on a écrit notre modèle, il est bien posé. Ça veut dire que j'ai bien une unique solution qui existe. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que j'ai dû me tromper dans mes hypothèses de modélisation. Donc ça, c'est un point très important, qui est un point très théorique. Si jamais j'ai une solution explicite à mon problème, je peux la calculer, je peux la donner. C'est rarement le cas quand on regarde des problèmes de la vie réelle. Et si jamais j'en ai pas, je vais l'approximer. Et donc là, il y a toute une partie où il faut développer des stratégies efficaces de résolution numérique. Donc un petit exemple. Donc là, vous avez la croissance d'un méningiome. Donc c'est une croissance, c'est une tumeur qui se trouve dans le cerveau, qu'on dit bénigne parce qu'elle n'est pas cancéreuse en fait. Ça ne va pas métastaser dans tout le cœur et ça se retire relativement bien. Et donc voilà, là c'est un exemple. Une modélisation, elle est basée sur le fait qu'une cellule, quand elle se multiplie, elle pousse toutes les autres. Donc vous avez un gradient de pression qui se crée. Et puis, vous pouvez prendre en compte toutes les contraintes, comment le cerveau est modifié au moment où la tumeur est en train de pousser. Et vous voyez qu'elle est bloquée par le crâne, puisqu'elle ne sort pas au niveau du crâne. Voilà. Et si je reviens à ma petite boulette de papier et que je vous pose une autre question, donc je vous ai convaincu que je pouvais modéliser ce phénomène-là, mais est-ce que je peux prédire la position finale? C'est souvent la question qui vous intéresse, c'est-à-dire est-ce que je vais quand même réussir à viser ma corbeille de papier? Eh bien, c'est une question qui est un petit peu différente parce que la réponse, elle est oui, mais pour ça, il faut que vous sachiez tout bien parfaitement. Il faut que vous connaissiez la masse exacte de votre boulette de papier. Il faut que vous connaissiez exactement, alors je suis désolée, c'est stone, mais c'est bien boulette de papier, la position initiale, d'accord? Est-ce que vous étiez là, là ou là? La vitesse initiale que vous allez mettre. La force de frottement que vous avez, et puis est-ce que vous êtes sur la Terre ou sur la Lune? En général, ça c'est la question qui est la plus facile à répondre. Et si je connais tout ça, c'est bon, je vais pouvoir exactement vous dire si vous allez viser ou non la boulette de papier. Mais la réalité, c'est que même pour une personne donnée, pour un joueur donné, ou pour une joueuse donnée,
Et bah déjà, la vitesse initiale, elle peut dépendre un petit peu de votre adresse ce jour-là, de votre force, de votre fatigue, etc. Et puis imaginez, si je regarde tout un ensemble de joueurs et de joueuses, eh bien, il y en a qui vont avoir aucun problème à très bien viser la corbeille de papier, et d'autres pour qui ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc en fait, ça c'est pour vous montrer que la même loi, le même modèle, est capable de représenter toutes ces réalités de celui qui va atteindre la corbeille de papier, et puis à celui qui ne va pas réussir. D'accord ? Et puis, du coup, je peux utiliser ça pour faire des probas, par exemple. Si je vous ai observé jouer quelques fois, et ben après, je peux faire la proba de combien de fois vous allez réussir à faire. Et pour faire ça, je vous ai dit que j'avais besoin de vous avoir observé jouer, donc j'ai besoin d'observation, donc j'ai besoin de données. Et dans mon cas, les données cliniques, c'est toutes celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je peux regarder comment le volume de la tumeur évolue, je peux regarder comment est-ce que sa forme évolue, je peux regarder des dynamiques dans des cas d'épidémiologie, etc. Et donc là, il y a toute une partie des mathématiques qui consiste à prendre le modèle que vous avez décrit, prendre les données qui sont disponibles, qui contiennent du bruit de mesure, qui peuvent être partielles en temps, partielles en espace, qui peuvent être très difficiles à relier à la fois à ce que vous avez modélisé, et puis l'objectif, c'est de mettre tout ça dans une mallette et de développer des stratégies d'assimilation de données, c'est-à-dire intégrer ces données à l'intérieur de votre modèle pour pouvoir estimer vos conditions initiales, par exemple, d'où est-ce que vous êtes exactement parti, ou estimer des paramètres, comme par exemple la masse de votre boulette de papier. Et donc ça, c'est tout un champ des mathématiques qui est basé sur ce qu'on appelle de la minimisation. Donc la majorité, quand on veut faire de la minimisation, la première chose à faire, c'est de construire une mesure de similarité, c'est-à-dire comment est-ce que je compare les solutions de mon modèle à mes données. Ensuite, après, je vais regarder quelles sont les incertitudes que j'ai, qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je ne connais pas, qu'est-ce que je vais donc chercher à estimer. Et puis tout ça sur la contrainte de la dynamique de modèle, puisque du coup, vous avez un modèle qui ne vous donne qu'une seule, à tout donner, une seule et unique solution. Donc il y a plusieurs procédures. Les procédures les plus classiques, c'est des procédures qui sont dites itératives. Et donc vous partez d'une première solution. Vous voyez la solution, l'objectif du système, c'est la courbe bleue. Vous partez d'une première solution qui est assez loin de la réalité. Vous testez un autre jeu de paramètres, un autre jeu de conditions initiales. Et puis l'idée, c'est d'aller vers quelque chose qui converge. Donc ça veut dire de minimiser votre fonction. Typiquement, pour ceux qui connaissent, on peut utiliser par exemple des méthodes de descente de gradient. Alors, quelques exemples d'illustration de ce que j'ai fait dans mon équipe de recherche. Donc typiquement, on a travaillé sur la prédiction de la croissance de méningiome, donc la fameuse tumeur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on est capable de prédire, et pour pouvoir prédire, comme on a très peu de temps, on utilise le fait qu'on a une population de patients pour lesquels on sait déjà comment ça évolue, commence à évoluer au cours du temps, pour lequel on a vraiment une idée de la dynamique, et donc on s'inspire de cette dynamique de la population pour faire des prédictions. Et donc là, vous pouvez voir, par exemple, celui où vous voyez du vert, eh bien, on a fait la prédiction, c'est le petit point jaune, je ne sais pas si vous voyez très bien, ça c'est la réalité, et nous, ce qu'on a prédit, c'est le bout de la courbe rouge. Et donc ça, c'est au niveau du volume, et on peut faire en fait des prédictions de forme, et donc là, à chaque fois, vous avez en bleu ce qui est la réalité, et en rouge, ce qu'on a prédit. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Un deuxième exemple de ce qu'on peut faire, c'est pour comprendre comment fonctionne le processus d'électroporation. Donc l'électroporation, on applique en fait des très très grands champs électriques à l'aide d'électrodes. Et l'idée, c'est soit d'appliquer un champ tellement grand qu'en fait les cellules elles vont s'ouvrir sous l'effet de ce champ. C'est pour ça qu'on parle de pores. En fait, il y a des pores qui apparaissent et qu'on parle d'électroporation. Et en fait, soit les cellules elles vont être capables de se refermer. Dans ce cas-là, on va en profiter pour mettre des molécules en même temps qui sont trop grosses pour les cellules qui sont bien fermées et donc faire de la chimiothérapie locale et éviter du coup les pertes de cheveux, etc. Ou alors, on va mettre un champ électrique tellement intense que là, les cellules n'auront pas la capacité à se refermer. Ça permet de faire de l'ablation tumorale. Donc là, par exemple, c'est un exemple que vous avez sur des données sur lesquelles on a travaillé sur des données de sphéroïdes, donc des tumeurs 3D, qui sont complètement biologiques. L'idée, c'est de mieux comprendre le phénomène. Donc il y en a certaines sur lesquelles on n'a pas appliqué de champ électrique. Donc vous voyez, ça c'est la croissance qu'on dit libre. Et donc là, vous voyez un cœur qu'on appelle, en gros, c'est la nécrose, ça prolifère plus au centre qu'à Paris.
c'est le cœur blanc. Et puis après, à droite, ce que vous avez, c'est des sphéroïdes qui ont été électroporés. Donc d'abord, vous avez une forte diminution du sphéroïde. Et puis vous voyez qu'il y a de la reprise de croissance. Donc ça, c'est toutes les questions qu'on se pose sur comment éviter ce type de reprise de croissance, etc. Mettre un champ électrique plus fort, ça, c'est les questions qui se posent là-dessus. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a travaillé avec un élève en stage de deuxième année de la filière maths-méca, de l'ENSER maths-méca. Et enfin, pour finir, le dernier exemple que je voulais vous montrer, qui est un peu différent de ce que je viens de vous présenter avant, c'est sur le Covid. En fait, on peut écrire un modèle représentant les différentes populations du Covid, donc entre les gens qui sont sains, les gens qui ont été exposés à la maladie, et donc entre ceux qui vont être infectés, ça c'est les I, et ceux qui vont être asymptomatiques, c'est les A. Dans les I, il y en a qui vont finir à l'hôpital, c'est les H, et il y en a qui vont s'en sortir, c'est les R. On ne compte pas les morts ici, c'est une population relativement faible qui peut être négligée. Et puis après, vous avez aussi, à la fois sur les I, à la fois sur les A, à la fois sur les H, des choses qui reviennent. Et oui, c'est la réalité, heureusement quand même. Donc, d'un point de vue mathématique, hein, bien sûr. Et donc, on observe en fait les données d'hospitalisation et du coup on peut se poser tout un tas de questions en regardant ces données d'hospitalisation. Vous voyez, ça a d'abord monté, on voit la première montée, puis vous voyez une descente forte. Est-ce que c'est entièrement dû seulement au premier confinement? Et pourquoi ça repart? Mais pourquoi ça repart pas aussitôt? Pourquoi ça repart pas dès qu'on relâche les mesures? Qu'est-ce qu'on a conservé? Est-ce qu'il y a un impact de la météo? Puisqu'à chaque fois on a l'air d'être à peu près tranquille l'été et puis l'hiver revient. Et est-ce qu'on peut en fait vraiment quantifier toutes ces choses-là? Et donc du coup, pour faire ça, on s'est posé la question de comment évoluer le taux de transmission. C'est-à-dire, je vous montre ces données d'hospitalisation, et c'est quoi le taux de transmission qui est caché derrière? Comment je peux l'extraire? Et quand il y a un premier confinement, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui descend de manière linéaire? Est-ce que c'est quelque chose qui marche par plateau, par semaine? Je ne sais pas si vous vous souvenez, on fermait un nouveau truc cette semaine-là, puis après cette semaine-là. Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus lisse? Ou alors, en fait, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très très fort? Et est-ce qu'à l'intérieur des données, on arrive à extraire ça? Et si oui, est-ce qu'on peut trouver une corrélation avec l'ensemble des mesures qui ont été mises en place au cours du phénomène? Et donc la réponse est oui. Donc là, vous avez une évolution du taux de transmission de la maladie dans les 12 régions françaises qui est présentée ici. Vous voyez l'impact très très fort du premier confinement. Une partie relativement calme pendant le confinement, puis ensuite commencer à remonter pendant l'été. On voit un pic qui a l'air de correspondre à la rentrée scolaire. On voit le deuxième confinement, vous le voyez très bien, etc. Et en fait, on a utilisé ça pour faire des corrélations avec les différentes mesures qui avaient été mises en place. Et donc on observe à la fois des décroissances et décroissances. Donc en décroissance, on voit un impact très fort du premier confinement. On voit que le fait d'avoir relâché progressivement la sortie du premier confinement, on a continué à avoir un impact pendant pas mal de temps. On voit des efforts un petit peu moins forts du deuxième confinement et surtout on voit la réouverture des magasins, je ne sais pas si vous vous souvenez pour les vacances de Noël, pour Noël. Donc on voit la petite différence, c'est-à-dire qu'on est passé de moins 54% à moins 51%. On voit l'impact des fermetures d'écoles. Donc ça, c'était avant, toutes ces données-là ont été faites sur la première version du virus et sur les premiers variants. Et donc du coup, je pense qu'avec le nouveau variant, l'impact des écoles serait plus important qu'une décroissance de 7%. On voit les gestes barrières, 46%. On voit aussi les différents couvre-feux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, aux différentes heures qu'il y a pu avoir. Et surtout, on voit un truc très important, on voit la différence entre la fermeture des bars en hiver et la fermeture des bars en été. Et toutes ces données-là, elles ont fini devant le gouvernement et elles ont aidé à prendre la décision de réouvrir les bars l'été dernier. Voilà. Et puis, vous voyez ici des évolutions du pourcentage de personnes qui ont été contaminées en fonction des régions. Voilà. Et enfin, donc, pour conclure, donc, ce que je vous ai montré, c'est qu'on pouvait utiliser des modèles mathématiques pour aider les biologistes à comprendre un phénomène, pour aider les cliniciens et les cliniciennes à établir des diagnostics, à mettre en place un suivi des patients plus personnalisé, et que pour ça, on avait besoin de modélisation,
donc de lois physiques, de lois biologiques, de théories mathématiques, de simulations numériques. Et enfin, ce qui est très important, c'est que tous ces modèles, ils ont besoin d'être adaptés aux données qui sont cliniques. Et donc pour ça, il y a tout un champ de mathématiques pour développer des stratégies efficaces pour assimiler les données. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre présentation. Du coup, j'aurais une question. Donc, vous nous avez parlé de représentation par des modèles mathématiques de maladies, développement de tumeurs, etc. Est-ce que ça signifie que les cliniciens, les médecins et plus généralement les personnes du monde médical sont voués à devenir des mathématiciens et des ingénieurs ? Pas du tout. Alors, en fait, ce qui est très important, c'est que nous, on fait, et tu peux regarder, c'est de l'aide. D'accord ? On aide les cliniciens, on est un support. Et déjà, un truc qui est très important, hein, si le domaine vous intéresse, c'est qu'il faut d'abord établir les questions cliniques. Et pour ça, moi, j'en suis complètement incapable. C'est-à-dire, je ne peux pas savoir ce qui est le plus important. En fait, par exemple, si je prends cet exemple de croissance tumorale, nous, on peut faire des jolis modèles qui font des croissances tumorales en 3D. Et en fait, ça intéresse très rarement les médecins, sauf pour certains cas très particuliers, par exemple, tout ce qui est dans le cerveau. Mais comment est-ce qu'une tumeur va évoluer en 3D dans le poumon ? Ça ne les intéresse pas du tout. C'est du tissu mou, ça n'a aucun intérêt pour eux de savoir ça. Par contre, est-ce que ça va rechuter sous l'impact d'un traitement ? Ça les intéresse. Donc clairement, de toute façon, on a besoin des cliniciens et des cliniciennes pour comprendre les questions cliniques. Et surtout, c'est des outils qui doivent être développés, c'est exactement le même cadre que ce qui était présenté tout à l'heure sur le handicap, en collaboration très forte avec les gens qui vont les exploiter et qui vont les utiliser. Et parce qu'en fait, il faut qu'ils aient confiance tout simplement dans les prédictions qu'on propose. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent ce qu'on fait. Oui, moi je vais peut-être rajouter quelque chose là-dessus, parce que je trouve que c'est la question la plus intéressante peut-être de ton exposé, c'est-à-dire que c'est la transdisciplinarité, et que l'innovation, elle va sortir de ça. Et donc la question est extrêmement pertinente. Est-ce que tu peux nous parler justement des difficultés ? Parce que c'est un choc de communauté, il y a des langages, déjà il faut comprendre les questions posées, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Bien sûr, oui, tout à fait, je peux vous en parler un petit peu. Donc, moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille en collaboration avec des cliniciens, des cliniciennes. Alors, ça peut être des gens qui font des interventions chirurgicales, mais aussi des gens qui sont plutôt radiologistes, par exemple. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, on a vraiment beaucoup de mal à trouver le bon vocabulaire approprié. On a beaucoup de mal à juste tout simplement comprendre la question clinique qui est derrière, qu'on doit reformuler de nombreuses fois. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on trouve avec des collaborations qui durent, et c'est souvent le cas, typiquement, surtout celles qui sont sur Bordeaux, parce que c'est forcément les plus faciles à maintenir. Donc on en a des très fortes, par exemple, avec le CHU de Bordeaux. C'est qu'on finit par trouver un nouveau vocabulaire, une forme de vocabulaire entre les deux. Et c'est vrai que le jour où un clinicien, par exemple, m'a dit ça, c'est une tumeur, comment tu dis, tu sais, qui s'étale, un truc qui diffuse. Je me suis dit, waouh, le mot diffusion, c'est chouette de l'entendre parce que c'est vraiment un mot issu de la communauté mathématique et en fait qui se répercute. Et du coup, on trouve ce langage commun entre les deux. Mais bien sûr, ça fait partie des difficultés et ça fait aussi partie des choses qui sont les plus intéressantes dans ce travail, je trouve. Trouver ce vocabulaire commun. Merci pour cette présentation. Vous nous avez parlé plutôt vous nous avez dit plutôt que les modèles mathématiques que vous conceviez avaient besoin de données pour être conçus. Personnalisés. Voilà. Du coup, on a vu dans les présentations précédentes que le recueil de données entraîne une surconsommation en énergie. Du coup, la question, c'est comment choisir et comment recueillir ces données de façon pertinente pour savoir lesquelles sont les plus utiles et ainsi diminuer éventuellement la quantité de données à recueillir. Alors c'est très intéressant, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a une approche dans l'équipe qui est de ne pas créer de nouvelles données, c'est-à-dire d'utiliser les données que les cliniciens et les cliniciennes utilisent déjà.
ou que les biologistes utilisent déjà. Et donc, du coup, l'idée, c'est plutôt de développer des stratégies pour utiliser au maximum ces données-là, parce que même s'il y a bien sûr l'impact écologique, en fait, tout simplement, il y a aussi l'impact sur le patient. Recueillir des données, faire passer de nombreux IRM, etc. Bien sûr que si j'avais un suivi toutes les semaines d'une tumeur, ça pourrait être très intéressant et ça améliorerait fortement mes capacités prédictives, mais ce n'est pas du tout notre objectif, puisqu'en fait, ça n'aiderait pas le patient à aller mieux, et donc du coup, il y a cet objectif-là. Donc en tout cas, dans tout ce que je vous ai présenté là, on est parti des données existantes, déjà, et on a essayé de les exploiter directement. Après, ça pose d'autres questions d'un point de vue énergétique, qui sont toutes les questions de stockage des données. Et donc, par exemple, pour ça, on essaye de travailler le plus possible directement là où elles sont déjà stockées. Ce qui entraîne aussi beaucoup de questionnements techniques. Clairement, il n'y a pas d'ordinateur très puissant au CHU de Bordeaux, par exemple. Alors, je vais même sûrement grossir un peu le trait, mais tout à l'heure, avec votre exemple de corbeille à papier, vous nous avez dit, on peut modéliser les trajectoires à partir d'une position initiale, la vitesse, et on peut même savoir où elle va atterrir. Est-ce que, avec toutes les données dont on dispose actuellement, on peut ne plus laisser de place à l'inattendu? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout prédire actuellement? Alors, j'espère que je vais répondre à peu près à ta question, mais je trouve ça intéressant parce que, en fait, il y a un côté, dans ce que je vous ai présenté, je vous ai parlé que de modèles déterministes, c'est-à-dire je connais tout, et donc je connais tout. Je connais les conditions initiales, je connais les paramètres d'un système, et je suis capable de déterminer des trajectoires, typiquement. Donc en fait, c'est de la modélisation déterministe, hein, donc c'est les lois de Newton, donc c'est très très loin d'être nouveau. Et donc c'est des choses qu'on sait faire depuis très longtemps dans la communauté du calcul scientifique. Et donc finalement, les données, elles sont plutôt là pour réussir à personnaliser. D'accord ? C'est-à-dire ne pas... si c'est bon, si je connais bien tout, s'il n'y a aucune incertitude sur rien du tout, ni même sur le type de frottement, etc., oui, c'est bon, la trajectoire, elle est connue, et la balistique, c'est pas du tout récent, c'est quelque chose qui a été développé il y a très longtemps. Et par contre, la question, c'est en fait, est-ce que si j'ai pas tout, je suis capable de retrouver certaines choses de par des observations. Et donc c'est pour ça que tout ce qui est assimilation de données, on peut aussi des fois retrouver les termes de problème inverse. C'est-à-dire, est-ce que je peux revenir à des choses que je ne connais pas, comme par exemple, si j'ai observé cette trajectoire à différents temps, et puis je connais la position finale, est-ce que je pourrais retrouver la masse de la boulette de papier? Alors c'est sûr que pour la boulette de papier, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais typiquement pour des patients, si je suis capable de retrouver des paramètres qui régissent leur tumeur, ben en fait je peux savoir s'ils sont plutôt des patients qui vont avoir tendance à rechuter très vite ou pas, par exemple. Donc ça me donne vraiment des informations sur ça. Et donc ça, c'est un truc qui est très important. Et ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est qu'elle m'a fait penser à tout ce qu'on pourrait appeler, par exemple, enfin, tout ce qu'on appelle l'apprentissage statistique, donc plus connu sous le nom de machine learning ou de deep learning, que je trouve intéressant parce que, en fait, par exemple, si tu observes aussi beaucoup de trajectoires de boulettes de papier et que tu donnes ça à un algo d'apprentissage statistique, au bout d'un moment, il va réussir à retrouver la loi mathématique qui est derrière. Ça, c'est sûr, il en est aussi capable. Mais par contre, tu n'auras pas le déterministe. Donc, tu n'auras pas le côté à quoi correspond chacun des paramètres. Comment je peux interpréter chacune des choses que j'observe, les différentes conditions initiales, quelles sens elles ont, etc. Et donc, c'est ça que tu gagnes avec le déterministe. Et par contre, les approches, elles peuvent être entièrement couplées. C'est-à-dire qu'il y a par contre des données que tu ne peux pas utiliser directement, comme l'âge et le sexe du patient. Et donc là, tu peux faire aussi juste de l'apprentissage de données. Voilà. Enfin, juste, c'est quelque chose de compliqué aussi. Merci beaucoup. Peut-être dans la même veine, en fait, je peux comprendre assez bien comment on peut modéliser la croissance tumorale avec des paramètres initiaux, environnementaux, etc. J'ai plus de mal à comprendre comment est-ce qu'on peut prédire la recroissance tumorale après une régression. Parce que là, il y a souvent des mutations biologiques, il y a tout un tas de phénomènes de rupture qui se passent. Donc comment vous intégrez tout ça et comment vous pouvez le prédire, en fait, à partir, je ne sais pas, des paramètres de régression? Donc typiquement des rechutes, par exemple ou, ouais.
En fait, c'est très intéressant parce que la question qui se pose pour les rechutes, elle est différente, c'est-à-dire qu'on fait plutôt de la classification. On ne fait pas exactement de la prédiction. On va plutôt classifier les patients qui vont avoir une rechute rapide de ceux qui n'auront pas de rechute ou ceux qui auront une rechute beaucoup plus lente. Et typiquement pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la dynamique au cours du traitement, c'est-à-dire juste avant qu'on démarre le traitement. Et puis qu'est-ce qui se passe au niveau du traitement, c'est-à-dire à quel point la tumeur va décroître. Et en fait, on fait aussi des critères d'hétérogénéité là-dessus. Donc on regarde l'hétérogénéité tumorale qu'on relie à des densités de population cellulaire. Typiquement, est-ce qu'en fait le traitement il est en train de tuer les cellules qui sont prolifératives, et donc c'est plutôt pas mal, ou est-ce qu'il est en train de tuer en fait des cellules qu'on dit quiescentes, c'est-à-dire qui faisaient déjà pas grand-chose, et donc dans ce cas-là, le jour où on va arrêter le traitement ou le jour où il y aura une rechute, les prolifératives elles repartent à fond. Donc voilà, on fait ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on fait pas. On a des modèles, exactement ça, on pourrait le faire, mais en pratique, on n'a pas les données. Mais par contre, utiliser des réponses, la réponse initiale à un traitement pour faire ensuite après des prédictions de classification, oui, ça on sait faire. Vous avez peut-être faim ?